Donc, chers amis de la Fondation, nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année depuis maintenant 19 ans, pour célébrer la mémoire, honorer la mémoire de Seydi Abdelrahim Bouhabid, qui nous a quittés il y a maintenant 19 ans. Fidèle à notre tradition, nous profitons de cet événement, donc du 8 janvier de chaque année, pour traiter d'une question qui est liée à la mémoire. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Maurice Butin pour nous entretenir de son livre Hassan II de Gaulle Ben Barka, ce que je sais d'eux. Je suis vraiment ému d'être ici dans cette maison. Et puis je le dis tout de suite, je me bats depuis 45 ans pour obtenir la vérité dans la disparition de Mehdi. Et je pense comme toi que d'ici quelques années, nous l'aurons. Et j'espère être encore en vie pour voir effectivement apprendre. Ce qui est important, c'est effectivement qu'on sache un jour où Mehdi, dont le corps pour moi a été transporté au Maroc, a été enterré, que son épouse Rita, sa famille, Othman, ici présents et tous, la famille Ben Barka, puisse venir faire son deuil. Et je le dis, je le redis en France facilement, je suis scandalisé lorsque les pouvoirs politiques, M. Sarko, en France, M. Sarkozy, ministre, le premier président de la République, bloque l'affaire comme elle est aussi bloquée ici, cela me scandalise. Qu'on bloque pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, mais 45 ans après, et comme l'écrivait le journaliste Guérin, ce mort fera toujours peur. Et c'est pas compréhensible, croyez-moi. Alors merci de m'avoir invité. Et si j'ai donc 45 ans de me battre pour la vérité, je dois dire aussi que depuis 43 ans, je me bats pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Alors voilà 2 combats qui pour l'instant n'ont pas spécialement réussi. J'espère un jour être invité par la Fondation, venir parler du problème palestinien, parce qu'on ne comprend le problème palestinien que si l'on remonte à l'origine du sionisme, et pas du tout si on remonte uniquement à la Shoah, comme beaucoup de nos compatriotes français croient. Ce n'est pas la Shoah qui a fait Israël. Donc, je ne peux pas faire, ce n'est pas ma conférence du jour, mais je suis prêt à venir vous en parler. Je fais de nombreuses conférences en France sur le sujet. Pour revenir à mon livre, puisque c'est un peu pourquoi je suis là, je vais évidemment survoler l'histoire du Maroc. Commençons là, si vous voulez, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un véritable tournant parce que dans le monde entier, qui est complètement oublié, par exemple, qui est complètement oublié aujourd'hui pour les Palestiniens, c'est sur l'Atlantique, lorsqu'il y a eu le fameux accord sur l'Atlantique entre Churchill et Roosevelt, qui annonce la libération des peuples, le droit des peuples à l'autodétermination. Alors je sais qu'ici, c'est un sujet douloureux pour d'autres sujets, mais l'autodétermination est fondamentale. C'est posé à l'époque et c'est repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 2. Donc cette autodétermination n'est pas reconnue pour les Palestiniens. Mais ici, très rapidement, donc, lorsqu'il y a la rencontre de Casablanca en janvier 1944, avec le roi du Maroc, à l'époque le sultan Sa Majesté Mohamed Moussef, rencontre Roosevelt, et là, déjà, l'indépendance marocaine est envisagée. L'autonomie, l'indépendance, la possibilité. Malheureusement, il y aura le barrage complet du protectorat, je dirais des imbéciles, au sens latin du terme, qui ne comprennent pas l'évolution des peuples, l'importance de l'évolution des peuples, et des hommes qui composent ces peuples, des hommes et des femmes. Et on va avoir assez rapidement la suite le fameux manifeste de l'Istiklal, la création du parti de l'Istiklal et le manifeste du parti de l'Istiklal. Le manifeste, ce sont des anciens qui font ensemble avec des jeunes comme Mehdi Ben Barka qui participent. Et c'est très important parce que, à partir de là, bien évidemment, dès le lendemain, il y a une répression, et assez rapidement, Mehdi Ben Barka, qui a 24 ans, est arrêté. Et lorsque souvent on me dit « Mais pourquoi tu as raconté toute cette partie de ton livre, cette histoire marocaine qui n'a rien à voir, antérieure à l'indépendance,
avec Mehdi Ben Barka. Je dis c'est complètement faux. Mehdi Ben Barka, pour le général Guillaume, pour le général Join, est l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un qui va faire première arrestation après 1944, deuxième arrestation en 1951, lorsqu'il y aura la première tentative, volonté de faire abdiquer le sultan. J'appelle encore le sultan, on l'appellera le roi après, si vous voulez, ou appelons le roi Mohamed V. Mehdi Ben Barka va être de nouveau arrêté. Il ne sera libéré qu'en octobre 1954. C'est là où je ferai sa connaissance. Eh bien, il est l'ennemi numéro un du protectorat. Ennemi numéro un du protectorat, ça veut dire dans un esprit de l'ennemi d'une certaine France, la France colonialiste, la France qui joue l'argent avant tout, la France qui exploite. Ça, cette image, eh bien, cette image va rester, je le dis carrément, en la personne du prince Moulay Hassan, qui, à son tour, jouant d'abord longtemps, très longtemps, avec la France, donc poussé par la France, en partenariat, va assez rapidement considérer que Mehdi Ben Barka, c'est l'ennemi numéro un de la royauté. C'est l'ennemi numéro un de la royauté. En réalité, Mehdi Ben Barka n'est pas l'ennemi de la royauté. Par contre, il est l'ami du peuple marocain. Et il veut que ce peuple marocain prenne ses responsabilités, participe directement au pouvoir. De l'autre côté, le jeune prince Moulay Hassan, lui aussi, veut sinon participer du pouvoir, du moins avoir le pouvoir, ce qui est tout à fait autre chose. Et très rapidement, vous allez avoir donc le retour, je passe sur les périodes, il faut parler des périodes de la résistance marocaine, après 1953, lorsque le roi de Maroc, le sultan du Maroc à l'époque, est envoyé à Corse puis à Madagascar. Période très sombre qui s'ouvre pour le Maroc, déjà ancienne, mais là où la résistance devient très forte partout, et où, heureusement, un certain nombre de Français, très peu nombreux, il y a la fameuse lettre des 75, il y avait 400 000 étrangers, en majorité française au Maroc, on trouve 75 personnes qui ont le courage de signer cette lettre. Moi, je ne l'ai pas signée parce qu'on ne pouvait quand même pas mettre 2 bulletins. Il y avait papa qui l'a rédigé en grande partie et qui l'a signé. Si on mettait la famille Butin, ce n'était pas très sérieux. Donc, des Français ont agi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il y a des Français qui ont agi à l'époque et qui sont allés carrément. Nous avons lutté pour le retour du roi, pour la transformation, pour passage à autre chose que le protectorat. Et d'abord et avant tout pour le respect du protectorat qui n'était pas respecté dans la règle. Le Maroc n'était pas une colonie, le Maroc était un protectorat. Et lorsque vous protégez vos enfants, à l'époque jusqu'à 21 ans, maintenant jusqu'à 18 ans, à partir de ce moment-là, vous devez leur donner la liberté. Le protectorat était là pour relancer le Maroc sur une voie moderne. Il s'agissait de relancer le Maroc sur une voie moderne, mais avec les Marocains. Le Maroc, effectivement, a démarré sur une voie moderne, mais pratiquement sans les Marocains. Et ça a été une très grosse erreur qui, forcément, a amené les difficultés par la suite. Donc, 1953, c'est le scandale du débarquement de Sa Majesté Mohamed V. Et c'est, quelques années après, la résistance. Il y a, vous le savez, en Algérie, depuis 1954, il y a la révolte algérienne. Il y aura même ici, à partir d'octobre 1955, également un soulèvement dans le Rif. Mais la situation est telle que du côté français, Edgar Faure, qui est le Premier ministre à l'époque, est président du Conseil. Ça deviendra Premier ministre par la suite, président du Conseil. Edgar Faure se rend parfaitement compte qu'on ne peut pas avoir à la fois un front, à l'heure actuelle, un front en Algérie, puis un autre front au Maroc, et puis Tunisie, etc. C'est peut-être un peu mutatis mutandis ce que les Américains devraient comprendre. On ne peut pas avoir un front en Irak et en Afghanistan en même temps, et demain en Iran. Ça ne peut aller qu'à des échecs. Alors, mais revenons quand même au Maroc. Et cette résistance fait que finalement, la France est dans l'obligation de ramener Sa Majesté Mohamed V sur son trône. Sur son trône, il faut dire que du côté français, un certain nombre de personnes, notamment Edgar Faure, demandaient aux Marocains, écoutez, bon, on a fait la bêtise d'enlever le sultan, on fait une erreur, mais enfin bon, n'exigez pas qu'on le reprenne, n'exigez pas.
faites le pays, faites votre indépendance, on va aller vers l'indépendance de l'interdépendance. Non, les jeunes Marocains, notamment Bouavid, notamment Ben Barka, vont au nom du peuple marocain, car ils ont compris l'exigence du peuple marocain, ils savent l'exigence, ils n'ont pas compris, ils savent l'exigence du peuple marocain pour, d'abord et avant tout, le retour de Mohamed V. Et lorsqu'il y a au mois de novembre 1955 le retour du roi, c'est assez extraordinaire. Un certain nombre d'entre nous ici, les plus jeunes d'entre nous, encore jeunes, les plus âgés bien sûr, qui ont participé, qui ont vu ce retour, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Mes compatriotes français se cachaient chez eux tellement ils avaient peur. L'Istiklal était devenu un peu maintenant mutatis mutandis, le Hamas en Palestine. On a peur et on fait peur et on croit que l'autre fait peur. Bref, un monde extraordinaire. Nous étions 4 ou 5 Français à Rabat, nous promener au milieu de cette foule. Enfin, c'était extraordinaire. Or, on a demandé à la police française de rester chez elle, l'armée française surtout de ne pas bouger, et celui qui met de l'ordre, qui à la tête des militants du parti d'Istiklal, c'est Mehdi Ben Barka. Il est évident que dès l'époque, le jeune prince Moulay Hassan se rend parfaitement compte, même si Mehdi Ben Barka était son professeur, de l'importance d'un homme qui doit une foule d'1 million de personnes, mais de l'ordre. Le roi Hassan II, à l'exemple de l'affaire Ben Bella, la chute de Ben Bella. Pas de soulèvement. Deuxièmement, l'ensemble des dirigeants arabes ont décidé que liberté dans son pays. Il a l'exemple en France aussi, il ne faut pas se tromper, de l'enlèvement d'Argou, du colonel Argou, un dirigeant de l'OAS, en 1963. Et là, l'exemple. Donc tout ça s'est bien passé. Il y a donc une décision de ramener de force Mehdi Ben Barka au Maroc. C'est là où les choses tournent mal, puisque Mehdi est tué après son enlèvement. C'est cette mort qui l'a tué, très récemment les Français, ce qui a d'ailleurs toujours permis au roi Hassan II de dire les Français l'ont enlevé, les Français l'ont tué. Au sens le plus strict, c'est pas faux. Mais enlevé pour qui? Là, c'est l'explication que je demande aux Marocains, que je n'ai toujours pas. Et bon, ça a raté. Hélas, Mehdi est mort. Où a-t-on transporté son corps? Qu'est-il devenu? Comme conclusion. Une conclusion, ben, tout simplement, un texte qui est très important. C'est tout simplement la déclaration de Sa Majesté Mohamed VI au Figaro. Le 4 septembre 2001. Il est normal que l'épouse de Mehdi Ben Barka et son fils veulent savoir où se trouve la dépouille de Mehdi Ben Barka. Il serait inconvenant de ma part de demander à Bachir Ben Barka d'oublier et de tirer un trait sur le passé. Et je suis prêt, pour ma part, à contribuer à tout ce qui peut aider la vérité. Nous attendions évidemment cette démarche. Je pense que Mohamed VI, lui aussi, attendait. Il attendait de sa justice. Il attendait de l'instance équité-réconciliation. Il attend du Conseil consultatif des droits de l'homme. Il attend de toutes ces instances. Et il attend de vous tous qu'enfin, des hommes debout, ils n'ont pas couché pendant 40 ans et qui restent couchés encore aujourd'hui, ça, c'est pas marocain, ça. Toutes les commissions rogatoires dans tous les dossiers normaux, le dossier de droit commun, mais les juges arrivent ici, 15 jours après, tout s'exécute remarquablement. Les magistrats sont toujours très bien sûrs. Mais alors, expliquez-moi, si le Maroc n'est pour rien dans l'affaire d'enlèvement de Mehdi Ben Barka, pour quelle raison, depuis 2003, on n'exécute pas les commissions rogatoires? Je suis l'emmerdeur, l'empêcheur tourné en rond d'un côté comme de l'autre. Et lorsque on va voir, car c'est pas l'histoire des commissions rogatoires, c'est faux, c'est l'histoire des mandats d'arrêt internationaux. Et on a financé des mandats d'arrêt uniquement parce qu'on n'obtient pas des juges de Casablanca, notamment, la convocation. Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on réclame depuis le début, la reconnaissance par le Maroc du fait que les truands français qui ont participé à l'affaire Ben Barka soient reconnus comme s'étant réfugiés au Maroc, comme étant exécutés au Maroc, comme peut-être ayant été enterrés au PF3.
qu'est-ce qu'on attend? Nous le demandons par commission rogatoire, qu'on aille au PF3. Si on ment, eh bien, s'il n'y a pas eu de cadavre, si on ne trouve pas de cadavre, si on ne trouve rien, on va trouver de la chaux. S'il y a de la chaux, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas une terre à chaud par là. Enfin bon. Et actuellement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut trouver sans avoir besoin de creuser. Au PF3, si vous connaissez, maintenant, ce sont des belles plantations d'orangers ou je ne sais quoi. Et on me dit, il n'y a que des orangers. Oui, dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Or, maintenant, vous avez des ingénieurs spécialisés qui peuvent, on peut savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien.